Bonjour et bienvenue dans ce webinaire au sujet de gestion du changement dans le cadre des projets d'automatisation des processus. Accompagné de notre partenaire conseil Oasis, nous aborderons les problématiques fréquentes au cœur de ces projets d'amélioration et tenterons de vous apporter des éléments de réponse et quelques bonnes pratiques pour vous y préparer au mieux. Moi, je suis Haris Subasic, je suis responsable de l'équipe avant-vente chez Bonitasoft. Florian, Gabriel, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Florian Wins, je suis en charge de l'expertise à Auresi sur tout ce qui est automatisation et outillage de processus. Et dans ce cadre-là, j'interviens par exemple chez Renault sur un programme de transformation digitale autour de la solution Bonitasoft, ou par ailleurs chez Air Liquide sur un programme d'automatisation RPA Group, RPA pour Robotic Process Automation. Et bonjour à tous, moi je m'appelle Gabriel Gori et je suis spécialisé en conduite du changement chez Euresis. J'interviens avec Florian chez Renault et puis je travaille sur d'autres clients tels que la Croix-Rouge française par exemple, pour lesquels nous faisons aussi de la conduite du changement et de la formation. Merci. On va commencer très rapidement par introduire ce qui est Bonita pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Bonita est une plateforme de développement des applications basée sur l'automatisation des processus métiers. Elle fonctionne dans une approche qu'on appelle low-code, qui est un développement rapide, agile, à l'aide de pas mal d'outils graphiques, tout en laissant quand même la place à la collaboration entre les métiers et l'équipe de développement, l'équipe informatique. Bonita vous permet de connecter vos processus et les futures applications à vos outils existants, c'est-à-dire à votre système d'information qui est déjà sur place. Et l'idée de cette approche basée sur l'automatisation des processus, c'est de pouvoir quand même, au fil de l'eau, de réagir rapidement aux changements. Est-ce que vous voulez introduire rapidement ce qui est Oasis, s'il vous plaît? Oui, alors je vais dire quelques mots sur Oasis pour ceux qui ne nous connaissent pas. On a un cabinet de conseil qui existe depuis maintenant un petit peu plus de 40 ans. On est 350 consultants en France, principalement basés à Paris, mais avec des agences aussi à Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Toulouse. On a aussi une petite agence à Lausanne. Et on fait partie d'une alliance de cabinets de conseil à l'international qui s'appelle Cordance Worldwide. Alors, Oasis, on est présent dans tous les secteurs économiques. On va avoir des activités dans l'industrie, dans la pharma, dans le transport, l'énergie, aussi dans les administrations et j'en passe. Et on est aussi présent dans les différentes directions de l'entreprise. On va avoir des expertises autour de tout ce qui est ressources humaines, par exemple, marketing, ingénierie, etc. Et nous, notre métier, vraiment, c'est d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets de transformation. Et donc, les projets de transformation, ça va toujours être des projets qui vont avoir une transformation au travers des outils, un volet de transformation au travers des processus et de l'organisation, et aussi au travers des collaborateurs qui vont être impactés par ces changements, acteurs et impactés par ces changements. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a une assez grosse expertise autour de la conduite du changement. Ouais, tout à fait. La conduite du changement, Oasis en fait depuis une trentaine d'années maintenant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec 30 ans d'expérience, on a fait à peu près toutes les erreurs possibles finalement. Et en même temps, on a su déterminer un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est ça aujourd'hui finalement qu'on met à disposition de nos clients. On a une cinquantaine de projets change par an et ça représente 20% du CA d'Oasis. Je vais pas revenir sur les savoir-faire qu'on a et qui aujourd'hui, je pense, vous intéressent pas essentiellement. En revanche, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on a outillé notre conduite du changement afin soit de la robustifier, soit de l'accélérer. Et vous allez voir dans la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, on va vous présenter un de ces outils qui peut être intéressant dans le cadre d'une conduite du changement dans un projet BPM. Voilà. Merci. Effectivement, ce qu'on vous propose pour le dérouler, c'est de vous présenter quelques principes, comme ça vous avez une petite approche théorique, mais surtout de vous parler des expériences et faire des retours d'expérience. Donc pour faire ceci, on va vous parler entre autres d'un projet qui est en place déjà depuis quelques années chez Renault. Donc est-ce que Florian, tu veux nous en dire un peu plus? Oui, voilà. Alors, on a choisi ce projet, voire ce programme, parce que c'est un programme sur lequel Gabriel et moi avons tous les deux eu l'opportunité d'intervenir.
Nous, on accompagne Renault depuis maintenant plus de 3 ans, on va dire presque 4 ans, sur leur programme, un programme de transformation digitale. Donc là, dans ce cadre, sur ce programme, on accompagne l'ingénierie mécanique. Donc c'est l'ingénierie qui est en charge de la conception de toutes les motorisations des véhicules. Et donc c'est un secteur qui connaît une assez grosse transformation, comme vous pouvez l'imaginer, avec l'essor de l'hybride, de l'électrique, la disparition progressive du diesel, etc. Et donc il y a quelques années, ils ont lancé un programme de transformation digitale avec nous qui mêle en fait une partie d'outillage de processus qu'on fait autour d'une plateforme BPM, et là on utilise Bonitasoft, et toute une partie BI, parce que finalement, au travers de l'outillage des processus, il y a tout un tas de données qui étaient avant très volatiles dans l'entreprise, contenues dans des Excel qui se promenaient un peu partout, qu'on va pouvoir structurer et capter. Et en fait, ces données, après, on va pouvoir les valoriser au sein d'un BI pour mettre à disposition des différents contributeurs et décideurs des tableaux de bord qui vont leur permettre de mieux piloter leur activité. Tous les processus qu'on outille sont autour de la problématique du pilotage budgétaire. Donc, ça va être des processus qui vont permettre, par exemple, de décider du lancement d'un nouveau projet, de valider la modification d'un périmètre technique et budgétaire sur un projet en cours, voire encore d'actualiser la vision stratégique de l'ingénierie mécanique pour les années à venir. Et donc, ça va être des processus qui vont impliquer pas mal d'acteurs, avec manipuler beaucoup de données, beaucoup de règles de gestion. Donc, ce sont des processus assez complexes. Là, on en a déjà outillé 3 et on est en plein travail sur un quatrième processus. Et sur ces différents types de processus que vous avez déjà pu mettre en place, quels sont les types de populations que vous avez pu rencontrer, avec lesquelles vous avez pu travailler? Alors, les populations qui sont contributrices et impactées par nos processus, on va avoir des chefs de projet mécaniques, des experts métiers, référents techniques, concepteurs. On va avoir aussi toute une activité de PMO sur toute la gestion des plannings et des budgets. On va aussi avoir des décideurs, des directeurs de gamme, des directeurs de programme. Voilà, et aussi du contrôle de gestion. Donc ça fait une variété assez importante de population qui va pas avoir les mêmes attentes. Et par rapport à ça, la conduite du changement, c'est vraiment une des bonnes clés importantes de nos projets. Bien sûr. Eh ben, est-ce que vous pouvez du coup nous dire quelles sont les expériences que vous avez pu tirer de ce joli projet? Oui, bien sûr. En fait, ce que vous avez à l'écran, là, finalement, c'est un peu le sommaire de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui. Quand on parle de conduite du changement sur des projets, souvent on a en tête la phase de déploiement et de run, qu'on a mis en bleu là à l'image. Et c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Il faut bien comprendre que la conduite du changement, elle a lieu tout au long du projet, et notamment très en amont du déploiement et du run. Et donc, ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est les principes directeurs de la conduite du changement qu'on a mis en place en fait chez Renault au fil de ces années et qui nous ont aidés à réussir des projets et on l'espère à réussir celui qu'on est en train de faire. Donc en gros, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est au début du projet, nous on est convaincus qu'il faut partager les enjeux et surtout le pourquoi des projets, à quoi ça sert, ce à quoi on est en train de jouer. On va voir qu'on va quantifier le changement population par population et je vais vous parler un petit peu de l'outil Right Change. On va voir qu'il faut impliquer au plus tôt les futurs utilisateurs et à plusieurs moments lors de la conception de l'outil. On va voir qu'on a de la chance puisqu'on a un outil qui nous permet de faciliter le change et en l'occurrence c'est Bonita. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et puis vous avez une brique tout en bas qui concerne le management et le top management. On sait que ce sont des populations clés, des populations qu'il faut impliquer. Il faut savoir les impliquer et en fait ce qu'on a envie de vous dire c'est que finalement les outils BPN permettent de les impliquer facilement. Et quand on les implique, on sait, nous, d'expérience, que la conduite du changement est grandement facilitée. Donc voilà, en gros, les grands principes qu'on va brosser aujourd'hui. Et si tu es d'accord, Harris, je vais commencer tout de suite, sans plus attendre, par la question de partager les enjeux et le pourquoi des projets. Parfait. Alors, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de partager les enjeux Tout simplement parce qu'on sait très bien que la résistance au changement, elle est en grande partie liée à une incompréhension ou à une mauvaise compréhension des projets. Et en fait, ce dont on se rend compte, ça a l'air d'être un truisme comme ça, mais que partager les enjeux permet d'embarquer les collaborateurs. Et plus on partage les enjeux tôt, plus on les embarque tôt. En fait, on va permettre aux gens d'exprimer un certain nombre de choses, leurs craintes notamment, leurs attentes.
Et en faisant ça, on va réussir à déterminer le scope, le périmètre du projet. Grosso modo, on va répondre à la question, ce projet sert à ça et il ne sert pas à ça. Et en fait, quand on co-construit ça avec les utilisateurs et qu'on est très clair sur le but du projet, hein, ce à quoi il répond et ce à quoi il ne répond pas, en fait, on va, pour utiliser un anglicisme, manager les attentes. On va faire en sorte de conserver les attentes dans un périmètre qu'on maîtrise, tout simplement. Après, quand vous mettez en place des différents processus, on se rend compte que certains processus touchent certaines populations, certains types d'utilisateurs uniquement, mais pour autant, il faut quand même mobiliser, embarquer tout le monde, même ceux qui n'ont pas un intérêt fort dans un processus. Tout le monde devrait reconnaître l'intérêt du projet, n'est-ce pas? Oui. Alors par rapport à ça, ce qu'on fait chez Renault, toujours dans cette phase d'embarquement, à chaque fois qu'on lance un nouveau projet, et en fait c'est même plus que ça, en fait on fait des actualisations assez fréquentes, à peu près tous les 6 mois, de l'état des lieux de quelles sont les problématiques, quelles sont les actualités, où on en est autour de nos processus. En fait, on peut penser que après 3 ans à intervenir sur un même périmètre avec des populations qui sont globalement souvent les mêmes, on connaît très bien les problèmes et on sait où il faut aller et on sait à quoi s'attaquer. Mais en fait, c'est faux parce que la vie, le monde va vite, les choses changent. Et donc, nous, on fait vraiment attention. À chaque fois qu'on lance un projet, on va aller interviewer pas mal de collaborateurs. On va passer du temps avec eux. On va discuter avec beaucoup de monde et on va vraiment s'assurer que on se focalise sur les bonnes problématiques et de bien comprendre les attentes des utilisateurs. Et aussi de faire en sorte d'être bien attentif au fait que dans nos processus, le niveau d'attente, il va pas être le même. On va avoir des populations qui peuvent être très, très impactées et d'autres populations où, globalement, ça va pas dramatiquement changer leur vie. Donc, l'intérêt pour le projet, il est quand même largement limité. Ouais, tout à fait. Et pour faire ça, en fait, pour arriver à déterminer, on va dire, l'ampleur du changement pour les populations, on utilise un outil qui s'appelle RideChange, qui est un outil dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure, qui est un outil Oresis, et qui en fait va permettre de déterminer la résistance au changement par population. Comment ça fonctionne? On fait remplir un questionnaire aux différents représentants des populations, et en gros, on va qualifier les populations sur 3 axes: sur leur poids, sur leur résistance au changement et sur la hauteur de la marche. C'est pour ça qu'on a choisi de mettre cet enfant là au milieu d'un escalier. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point c'est difficile pour une population donnée de subir le changement. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que faire ça, mesurer l'ampleur du changement, d'une part, ça nous permet de qualifier les populations, on l'a dit, et surtout, ça nous permet de n'en oublier aucune. Et ça, c'est très important, parce que le gros danger sur un projet tel que ceux dont on vous parle, c'est qu'on oublie quelqu'un et que, in fine, ce qu'on va créer ne réponde pas aux besoins de cette population. Et ça, on veut pas. On veut pas avoir de mauvaises surprises. Si on laisse quelqu'un de côté, on veut que ce soit fait en toute connaissance de cause. Deuxième chose, comme je vous l'ai dit, on fait des questionnaires pour déterminer l'ampleur du changement population par population. Ces questionnaires, on ne les fait pas en chambre. Hein, c'est pas Florian et moi qui allons faire les questionnaires et on va dire, bah, on pense que les chefs de projet mécanique Renault, ils sont comme ça. Non. On va aller voir les chefs de projet, on va leur faire le questionnaire, et pour coup, qui est un questionnaire sur des points très pratico-pratiques. Et derrière, l'outil va déterminer un profil. Ce qui fait qu'en faisant ça, en fait, on va commencer à impliquer les parties prenantes. On va leur donner, si vous voulez, voix au chapitre. Et ça, c'est très important aussi dans la conduite du changement. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, c'est du travail qu'on n'aura pas à faire plus tard. Et puis la dernière chose, c'est que puisqu'on va déterminer en gros l'ampleur du changement population par population, on va être capable de faire un changement adapté, une conduite changement adaptée. C'est ce que nous, on appelle le juste change. En gros, c'est ni trop, ni trop peu. On est sur des projets pour lesquels le cœur, c'est la solution, c'est le processus. Ça n'est pas la conduite du changement. Nos clients n'ont pas des milliers et des cents à mettre dans la conduite du changement. Par conséquent, il faut que la conduite du changement soit efficace. Et nous, on se rend compte que RideChange, c'est un outil qui permet d'avoir une conduite du changement très efficace.
D'accord, très, très intéressant, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, un peu plus sur un des fondamentaux de la conduite de changement qui est impliquer au plus tôt les futurs utilisateurs? Alors, l'implication des collaborateurs, c'est dans nos projets d'outillage de processus, c'est vraiment un élément fondamental. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on outille un processus, nécessairement on le transforme. Et le processus cible, il va ressembler un peu au processus initial, mais il peut être quand même fondamentalement différent. Et donc, si on rêve ces processus en chambre, en fait, on est sûr de se planter. Parce que finalement, on fait sans les utilisateurs, on imagine des choses vues de notre cours. Donc, nous, vraiment, quand on va cadrer et construire les processus cibles, on va adopter toutes les méthodos associées au service design et aux approches user-centriques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va animer des ateliers avec les collaborateurs dans lesquels on va co-construire avec eux ces processus cibles. Et ça va permettre de les impliquer et de faire émerger très rapidement les sujets et les craintes qu'ils peuvent avoir. Si il est possible qu'on soit passé à côté de quelque chose, en fait, en atelier, ben, ils vont le dire. Ça peut être une crainte par rapport à une étape qu'on aurait oubliée, une spécificité qu'ils peuvent avoir. Et donc ça va permettre de traiter cette crainte. Parce que la spécificité, peut-être qu'elle est très justifiée, elle doit être prise en compte, ou peut-être que c'est juste, en fait, une spécificité issue d'un mode de fonctionnement qui, en fait, n'est pas fondamental. Et en fait, en traitant ce point, on va pouvoir l'écluser. Et donc, au final, c'est vraiment capital cette étape-là. Et en plus, on va générer énormément d'engagement auprès des collaborateurs parce que ils vont s'impliquer dans le processus. Donc, ils vont être là, ils vont être avec nous, et ce qu'on va mettre en place derrière, ils y ont grandement participé, ils y ont mis de l'énergie. Et pour rebondir là-dessus, c'est un petit exemple de la vraie vie, mais nous, chez Renault, le nombre de fois où on a été surpris en atelier, quand on demandait à des utilisateurs de nous aider à dessiner les écrans, à maqueter les écrans, en fait, il est vraiment très important. Donc cet aspect service design, c'est pas, je dirais, un mantra de consultant parce que voilà, ça fait bien et il faut utiliser des mots un peu compliqués. Le fait de mettre des gens autour d'un écran pour expliquer ce qu'ils ont envie de faire demain comme outil, en fait, c'est vraiment fondamental pour faire émerger leurs besoins et pour faire émerger leurs craintes. Et ça, chez Renault, vraiment, chaque fois qu'on le fait, on est étonné de la richesse de ce qu'on en ressort. Je fais une petite parenthèse pour rappeler tous les participants qui sont avec nous en direct. Vous pouvez poser vos questions par écrit. On y reviendra juste à la fin. On vient de parler un peu de l'expérience utilisateur. C'est vrai que Bonita, comme plateforme, on a dit dans l'introduction, nous permet de mettre en place des applications personnalisables autour des processus métiers. Comment vous voyez les choses par rapport aux interfaces utilisateurs et l'expérience utilisateur? Alors là, on en vient, je pense, sur un des grands avantages que vont apporter les plateformes BPM en général, mais je pense à Bonitasoft en particulier. C'est que ça va vraiment faciliter la conduite du changement parce que euh, nous, on voit vraiment Bonita comme une machine à construire des parcours utilisateurs. Finalement, quand on outille un processus dans Bonita, on fait quoi? On va dessiner une matrice des rôles. On va ensuite dessiner un processus. Sur ce processus, il y a des tâches utilisateurs sur lesquelles on va dessiner des formulaires. Et tout ça, on va pouvoir le mettre en musique autour de Living Application. Et je pense que la clé par rapport à ça, c'est la Living Application. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de construire une interface utilisateur, une IHM, qui va être spécifique par rapport à une population. Et là, on le voit, au début du projet, on s'est posé les questions, quelles sont les différentes populations, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs points de vue. Et en fait, là, on va pouvoir y répondre en mettant en place une living application qui va être adaptée à chacune des populations. Et en plus, ces living applications, elles vont être facilement ajustables, mais aussi le processus, hein, mais en particulier les living applications. Donc, si on n'a pas exactement bon du premier coup, on a tapé légèrement à côté de la cible, bah en fait, c'est pas très grave parce qu'on va pouvoir réagir, on va pouvoir le capter et l'adapter. Et vraiment, nous, ce qu'on voit, et ce qui est vraiment
hyper intéressant en termes de conduite du changement, c'est que nous, on est amené, là en particulier dans l'exemple de Renault, hein, ces mêmes populations, on va les former à d'autres outils. Comme par exemple, on forme pas mal de gens à Planisware, qui est un outil de gestion de projet assez complexe, très spécialisé. Et on voit que quand on fait ces formations, je pense que les trois quarts du contenu de la formation, c'est pour techniquement maîtriser l'outil. Quelles sont les fonctionnalités que j'ai, qu'est-ce que je dois faire pour faire ceci, cela. Et en fait, on passe beaucoup de temps à une maîtrise technique d'un outil et pas énormément de temps à une maîtrise d'un métier. Et là, avec ce qu'on développe avec Bonita, ces processus qu'on déploie, on voit que la formation spécifique à l'outil, elle est très faible. Parce qu'en fait, ça va être des interfaces très simples, très faciles d'accès. Et donc, nos formations, elles vont être énormément centrées sur le métier, c'est-à-dire quand je suis dans quel cas, comment je suis censé documenter une demande. Quand j'en réceptionne une demande et que je veux répondre de telle manière, qu'est-ce que je dois faire? Et dans tel cas particulier, qu'est-ce qui est attendu de moi? Donc, on est vraiment sur la partie métier et pas sur la partie outil. Peut-être un mot juste à risque que je voudrais ajouter, c'est que chez Renault, on parlait de Planisware. Une formation Planisware, c'est une journée, il y a une demi-journée qui est pour la technique. Sur Bonita, on passe 15 minutes, grand maximum, sur la technique parce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les écrans, ils ont été maquettés en fonction des besoins des populations et ils découlent d'eux. Donc finalement, ils sont très adaptés à leurs besoins. Donc on n'a pas besoin de passer cette demi-journée de technique. Oui, oui, je vois. L'approche orientée processus avec la création des applications permet effectivement d'avoir le résultat vraiment personnalisé et taillé sur mesure. De ce qu'on a dit dans l'introduction, il semble qu'il nous reste au moins un autre principe sans lequel un projet BPM, comme tout autre projet, n'aura pas de succès, c'est impliquer le management et les sponsors. Qu'en dites-vous? Ouais, tout à fait. Je vais rebondir sur le dernier point qu'on voit à l'écran là. Former au métier, non plus à l'outil. Le management, le top management, son objectif, ce n'est pas que ses équipes maîtrisent Planisware. Ça, ils s'en moquent complètement. Nous, en l'occurrence, chez Renault, ce qui les intéresse, c'est que les gens prennent les bonnes décisions. Voilà. C'est ça leur objectif. Et donc, par conséquent, quand on dit impliquer le management, qu'est-ce qu'on veut dire? On sait que le management, et particulièrement le top management, ce sont des populations très particulières qu'il est difficile, voire très difficile à impliquer. Pourquoi? Parce que c'est des populations qui n'ont pas de temps, tout simplement. Et le grand avantage qu'on a, c'est qu'avec un outil BPM, on a quelque chose de tangible, quelque chose de concret à leur montrer. Nous, chez Renault, quand on va voir le N+2 du client et qu'on dit voici un formulaire sur Bonita, voici à quoi ça ressemble, et voici le BI qu'on en tire, tout de suite, il y a une connexion qui se fait dans la tête et de la personne qui se dit ok, mais ça, je peux le montrer, ça, je peux l'utiliser, ça, je vois le gain. Et par conséquent, j'ai envie de m'impliquer. Donc ça, c'est la première chose. On sait en plus que management, top management, ce sont des populations qui ont un pouvoir qui est très important. Pouvoir de nuisance, ils peuvent faire capoter un projet s'ils ne sont pas impliqués, ou pouvoir de facilitation. En l'occurrence, on préfère de loin le pouvoir de facilitation. Je disais tout à l'heure qu'un outil BPM permettait de rendre concret. En fait, les populations dont on parle, top management en particulier, ce sont des populations qui souvent produisent assez peu finalement. Or, là, ce qu'on dit, c'est qu'on leur donne quelque chose à montrer. Et nous, chez Renault, on se rend compte que nos outils Bonita et les BI qu'on en tire, en fait, ils sont montés assez haut dans la hiérarchie jusqu'au chef de l'ingénierie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'on peut montrer et qui sont faciles à comprendre. Par conséquent, pour des managers, pour des top managers, des outils Bonita permettent ce que nous on appelle la com personnelle, c'est-à-dire d'expliquer voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a amélioré. Et ça, c'est fondamental pour impliquer ces populations. Et puis, une dernière chose, puisque ces populations sont impliquées, a priori, ça va faciliter leur sponsorship et par conséquent le fameux pouvoir de simplification, le pouvoir d'aide dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour toutes ces raisons, honnêtement, nous, on est convaincus qu'un outil BPM permet d'impliquer le management. Et pour le coup, on est encore plus convaincus qu'impliquer le management, c'est une très bonne pratique de la conduite du changement. Très bien, je pense que c'est le moment pour conclure la première partie avant d'ouvrir la session aux questions qui nous ont posées par écrit. En conclusion, ce qu'on aimerait vous dire, et finalement, c'est ressortir 2 points de ce qu'on a dit. D'abord, faire du change via une solution de BPM,
ça permet de réduire le temps de déploiement. Et ça tombe bien parce que là, on est sur des projets, nous, de digitalisation de processus, pour lesquels le déploiement, le change, n'est pas l'endroit où le client est prêt à dépenser beaucoup. Et par conséquent, nous, on a un vrai enjeu à réduire ce temps de déploiement. Et puis, deuxième chose, ces outils permettent de recentrer les formations et même l'effort en fait des collaborateurs, non pas sur la forme, parce que cette forme n'a pas d'intérêt en tant que telle, mais sur le fond. Et typiquement, chez Renault, encore une fois, je vais reprendre le même exemple, mais on se moque de savoir que 90% des gens qui travaillent à la mécanique sont capables d'utiliser Planisware. En revanche, ce qui intéresse la ligne générale de Renault, c'est de dire 90% de mes ingénieurs sont capables de m'expliquer pourquoi je dois lancer un moteur thermique ou pourquoi au contraire je dois abandonner le thermique. Voilà. Donc les deux points que nous, on veut vraiment faire ressortir aujourd'hui, c'est que ces solutions de VPN permettent de réduire le temps de déploiement et permettent de recentrer sur le fond. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'espère que ça a permis aux participants de récapituler ou d'apprendre quelque chose. On peut passer maintenant du coup à vos questions. Vous avez encore le temps de les écrire et on va les traiter. Je vois entre-temps qu'il y a des premières questions qui sont posées, donc on va les traiter. Et pour les autres, n'hésitez pas à rebondir ou faire des remarques dans la section questions. Nous avons une première question. Est-ce que ce sont les utilisateurs finaux qui utilisent Bonita pour la conception et la mise en place de ces living applications dont on a parlé? Quelle est votre expérience là-dessus, si vous voulez? Alors la question, est-ce que ça va être les utilisateurs qui vont vraiment coder la Living App? Effectivement, oui. En fait, non. Nous, on travaille avec un partenaire intégrateur pour ça, qui s'appelle Aprico d'ailleurs, avec qui que vous connaissez bien à Bonita Soft. Construire les Living Apps, je pense que ça reste un travail de développeur. Bien sûr, il y a un studio qui va permettre de faire des assemblages d'objets, qui est assez simple, mais si on veut mettre en place des living apps qui sont un peu évolués, où on va pouvoir avoir une dynamique visuelle qui est intéressante, qui est une bonne ergonomie, il y a quand même un peu de travail de travail de code derrière. Donc non. Mais par contre, en fait, d'une certaine manière, ils vont quand même les construire. On va dire, ils vont quand même les construire eux-mêmes parce que quand on fait le cadrage, nous on construit tous les écrans en utilisant des outils de mock-up. Donc on a deux niveaux d'outils de mock-up. Nous on travaille dans des ateliers, on a fabriqué des kits d'aimants qui en fait, au travers d'ateliers, on va pouvoir aller au tableau et construire ensemble les écrans. Quand on peut faire des ateliers en présentiel, bien sûr. Et donc ça va permettre de co-construire en atelier des premières versions d'écran sur, moi j'aimerais qu'il y ait des boutons là, j'aimerais qu'il y ait un tableau avec telle donnée ici, j'aimerais qu'il y ait affiché tel truc ici, etc. Et après, nous on va mettre ça on utilise des outils de mock-up tels que Balsamiq par exemple, où là on va vraiment dessiner ces mock-up de manière sur un outil web, hein, où on va avoir la maquette de l'écran, on va pouvoir émuler toutes les dynamiques entre les écrans et toutes les dynamiques de navigation. Et ça, on le fait valider par les utilisateurs. Et ça, à la fin de notre cadrage, c'est un délivrable et c'est directement un délivrable qui est utilisable quand on passe au développement, parce qu'on a directement les écrans qu'il faut qu'on dessine. Donc, eux ne codent pas la living application, mais en fait, c'est totalement avec les utilisateurs qu'on va la construire. Ça, c'est certain. D'accord, merci. Je peux effectivement aussi dire que, du point de vue Bonitasoft, c'est ce qu'on constate chez la plupart de nos clients, que la clé de succès, ça passe par effectivement une bonne collaboration entre les métiers qui sont impliqués dans la phase de cadrage, de conception. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout au long de cette séance, que c'est important de prendre en compte des besoins au plus tôt. Par contre, oui, comme on a souligné, c'est important d'avoir aussi une équipe de développement à l'appui, ne serait-ce que pour l'intégration avec le système d'information qui est en place, etc. Merci. Ensuite, nous avons une question suivante. De votre expérience, dans quelle mesure une application personnalisée peut être plus facile à adopter qu'un outil?
Alors, problème de ouais, connexion. on a eu un peu de mal à entendre, Aris. Est-ce que tu peux, Oui, je peux. Ouais. est-ce que tu De, peux de, de votre expérience, dans quelle mesure une application personnalisée peut être plus facile à adopter qu'un outil sur étagère? bah, dans une mesure très importante. Bah, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, hein, Planisware, c'est une journée de formation chez Renault, une demi-journée sur la technique pure. Bonita, c'est 15 minutes. Enfin, Bonita. Un outil créé avec Bonita qui a été co-construit, validé par les utilisateurs, c'est 15 minutes maximum. Donc, en fait, c'est sans commune mesure, parce que nous, on trouve que la technique n'entre plus en compte, en fait. Après, il faut pas non plus se tromper, c'est que ça va dépendre aussi de la typologie des outils. Hein. Planisware, c'est un outil cœur au sein de l'ingénierie Renault pour toute la gestion de projet. On a il y a tout un tas d'utilisateurs dont c'est l'outil essentiel, qui vont utiliser plusieurs heures par jour cet outil. Et donc là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un outil de spécialiste. Et là, nous, on voit nos populations de chefs de projet. Eux, ils sont pas spécialistes. Eux, ils passent leur journée à piloter des projets de conception, à répondre à des problématiques pour réduire les émissions de CO2 sur les moteurs, etc., etc. Donc, ils sont pas, ils se posent pas ils ont pas le même métier. Et donc eux, quand avant on leur disait, ben il va falloir qu'on vous forme une demi-journée à un outil parce que une fois tous les mois vous allez devoir y aller pour extraire une donnée, c'est quand même pas terrible. Et là maintenant quand on leur dit, ben t'as une interface très simple et t'as passé 15 minutes de formation, voire t'as regardé un tutoriel vidéo de 5 minutes, voilà, maintenant tu peux faire, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et effectivement, le dispositif de conduite du changement, il a vraiment rien à voir. Les méthodos qu'on va mettre derrière pour que les gens s'approprient les solutions, sont totalement différentes. D'accord. Pour les participants, n'hésitez pas encore à poser vos questions. Il reste du temps. Nous avons une question suivante. Au bout de combien de temps l'on peut raisonnablement démontrer le concret du bien fondé d'un outil BPM dans un environnement qui ne le connaît pas du tout? Ou, autrement dit, comment aller straight to the point de votre expérience? C'est une question très intéressante, notamment dans un contexte comme le participant le demande, un environnement qui ne connaît pas la méthodologie, l'approche BPM. Alors, je pense que ça va avoir pas mal à voir autour de la typologie de processus qu'on va vouloir outiller, ça c'est sûr, parce que on voit en fonction des clients, des périmètres. Avec Bonita, on va pouvoir outiller des processus, on va dire de très simples, mais je pense que c'est pas là que Bonita est le plus fort, mais on va dire de moyennement complexe à très complexe. Euh, du coup, sur des processus très simples, je pense que là, l'action, elle est très rapide, parce que finalement, on va pouvoir mener une étape de cadrage qui va durer de l'ordre de 1 à 2 mois, j'imagine. Puis après, une réalisation qui va aussi être assez rapide et un déploiement. Donc en fait, je pense qu'une des clés pour démontrer la pertinence, ça reste l'exemple. On peut faire tout un tas de slides pour essayer de vendre le truc. Mais une fois que c'est en place, c'est quand même là que ça parle aux gens et que les gens se disent, ah mais oui, c'est une évidence. Donc, je pense que nous, à chaque fois, on mesure que c'est en délivrant le premier projet. Là, ça marche. Bien sûr, là, dans le cadre de Renault, premier projet, on a dû passer 3 mois à faire le cadrage. La réalisation, ça a dû nous prendre 6 mois. Et après, on est passé sur le déploiement. Donc finalement, c'est quand même allé relativement vite hein, par rapport à d'autres projets qui peuvent prendre beaucoup plus longtemps que ça. Maintenant, il y a quand même des ruses. Et ça, c'est aussi notre métier, de trouver les ruses pour amener les choses au plus tôt. Et mine de rien, nous, tous les livrables qu'on a l'habitude de construire en fin de la phase de cadrage,
en fait, qui permettent de simuler la solution, d'émuler ce qu'on va avoir à la suite. En fait, ça va déjà être des outils de communication qui sont très intéressants. Et je pense, comme en plus on implique les collaborateurs, eux sont aussi nos ambassadeurs. Donc, et je pense, du coup, la conviction au début, on l'a nous. Avec notre client, le pilote du projet, pilote du processus, on a une petite équipe à avoir cette conviction. En faisant les ateliers, on a les collaborateurs qui travaillent avec nous. Ben eux, ils vont être convaincus aussi. Ils vont voir, ah mais là c'est génial, là et bientôt je vais avoir un truc, ça va plus fonctionner comme ça va fonctionner comme ça, c'est super. Et donc là, en fait, on convainc des gens. On essaye aussi de remonter ça à des décideurs. Justement, ces mock-ups, pareil, ils sont parlants, c'est ce qu'expliquait Gabriel. Eux, ils ont un visuel, ils vont pouvoir dire, bah regardez, là, ça fait 3 mois qu'ils bossent, là, les équipes. Ce qu'ils vont mettre en place, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Ah bah, c'est super. Et après, ils nous laissent bosser. Donc voilà, c'est la clé, ça va être l'outil qui est livré à la fin, parce que c'est ça qui démontre toutes les efficacités qu'on a imaginées. Maintenant, je pense qu'en travaillant bien sur la phase de cadrage, en impliquant bien les collaborateurs, la ligne managériale et en faisant émerger des livrables qui montrent concrètement ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train d'amener, je pense que on fait déjà un step qui est très important. Donc, en gros, temporellement, on peut dire qu'entre 6 mois et 1 an, Ça, selon. ça c'est sûr. Ouais. Et puis même là, nous, je sais que quand on a démarré, c'était un peu un pari, hein, le premier processus qu'on a outillé. Euh, on, Notre client se disait bon, est-ce que ça va vraiment marcher? Il y a cru, il nous a fait confiance pour lancer le cadrage, qui a été, on a dit ben il va falloir impliquer tant de personnes. C'est aussi pas facile parce que on a dit ben là on a des collaborateurs pendant 6 semaines, on va les mobiliser 1 heure et demie par semaine. On va avoir un atelier avec 10 personnes de populations qui n'ont pas de temps. Donc il a fallu les convaincre. Ils sont venus au début, ils se posaient des questions. Au bout de 2 ateliers, ils étaient super contents d'être là parce qu'ils voyaient que il y avait un truc qui se passait. Et là, on va dire, ça a commencé, la mayonnaise a commencé à monter. Et après, en fait, il n'y a eu aucun souci à valider les budgets pour la réalisation une fois qu'on avait fini le cadrage. Et ça c'est vraiment une réalité qu'on a vécu sur le projet, de gens qui disaient bon, est-ce qu'on va en tirer quelque chose? Et à la fin, quand il a fallu mettre le budget pour se dire ben ça y est, maintenant on le fait, ça allait tout seul. Ouais. Un dernier mot là-dessus. Je pense qu'il faut aussi savoir gérer et le désir et l'attente. Donc en fait, à la fin de la phase de cadrage, comme dit Florian, quand on a les écrans maquettés simplement, là déjà on peut faire un vrai cran dans l'acceptation de la solution. Et puis après, comme dit Florian, la vraie phase finale, c'est quand l'outil est live, que les gens peuvent l'utiliser, et là, assez rapidement, on se rend compte de la valeur ajoutée, quoi. On va essayer de rebondir très rapidement parce qu'il nous reste encore 2 questions après. Par rapport à ce que tu disais aussi, Florian, sur le processus de simulation, de cadrage, etc. Il y a une question qui découle. Du coup, comment vous faites? Vous avez fait les simulations via Bonita. Est-ce équivalent d'une recette fonctionnelle dans un cycle projet IT? Et aussi, du coup, on a parlé de ces présentations premier niveau. Est-ce que les simulations dans l'outil sont faites pendant le cadrage? Comment ça se positionne du coup au niveau de cycle de projet? La question, c'est à quel moment on commence à jouer avec Bonita? C'est ça, si D'accord, je, on si peut je jouer avec lis Bonita, correctement, effectivement. si je le réinterprète. C'est ça. Alors, déjà, on fait jouer en amont sur des mock-ups, sur tout un tas de choses. Donc on essaye d'avoir des éléments qui ne sont, on va dire, pas du Bonita, pas du code, qu'on va pouvoir, on va dire qu'on va pouvoir dessiner nous-mêmes avec les collaborateurs. Déjà ça, en fait, tous ces livrables, on les met à disposition du plus grand nombre pour que les gens ils puissent tester. Parce que mine de rien, là, c'est un premier niveau de simulation. Ah oui, mais du coup, j'aurais une solution. Là, j'ai des boutons, je pourrais cliquer là, mais dans quoi ça va m'emmener, tout ça, tout ça. Donc, c'est un premier niveau de simulation qui est quand même vraiment pas négligeable. Après, bien sûr, de nouveau, c'est une fois qu'on développe, il y a la réalité. Et puis, il y a des choix techniques qui sont faits.
Les écrans, ben, ce sera pas exactement ce qui a été dessiné, on va l'adapter. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que on va des fois utiliser des opportunités techniques qu'on n'avait pas imaginées pour faire mieux que ce qu'on avait dessiné. Ça, et en fait, j'ai l'impression que d'expérience, on fait plus souvent dans ce sens-là d'ailleurs. Néanmoins, il faut tester. Au moment du déploiement, c'est pas là qu'on met l'outil en main des utilisateurs la première fois. Donc après, nous on travaille, on fait des sprints agiles, donc donc petit à petit on fait émerger la solution. On va avoir deux niveaux de population. On essaie d'avoir deux niveaux de population. D'abord, bien sûr, il y a le product owner, le pilote du projet, où là, ben globalement au fil des sprints, on va essayer de lui mettre en main le plus souvent possible quelque chose, au moins lui montrer. Au début, c'est des trucs pas très aboutis, donc le faire jouer avec, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, on va plutôt lui montrer. Mais dès qu'on a quelque chose, on peut lui mettre dans les mains l'ordinateur et puis il va pouvoir commencer à tester et nous faire des remarques. Et là, il y a énormément d'ajustements autour de l'ergonomie, des libellés, des boutons, de la position qui sont faites. Et tout ça, c'est les petites choses qu'on capte et qu'on met en place pour améliorer. Et après, dès qu'on a une première partie du processus qui tourne, assez aboutie, on va dire il faut au moins que la mécanique du processus, elle marche de bout en bout. Ça, c'est quand même mieux que le modèle de données, tout ce qui est la partie PDM soit stable. Là, on organise les premières phases de test utilisateur. Et là, en général, on fait un appel à volontaires. On va mixer. On va pas prendre que des gens qui étaient aux ateliers avant. Ça, ce serait trop facile. Mais on va en prendre quand même. Donc, on va regrouper des gens. On va faire des ateliers où, en général, on leur dit, ben, tiens, voici un ordinateur. Maintenant, fait. Et puis, on regarde. On observe ce qui se passe. Les gens, ils s'en sortent pas, ils font des remarques, ils font pas du tout ce qu'on avait imaginé. Et là, on se dit, merde, il y a quand même un problème. Des fois, il faut qu'on donne une petite clé et puis là, ça part. Voilà. Et donc là, là, on collecte énormément de choses. Et ça va nous permettre aussi de rectifier le tir. Parce que bien sûr, en fin du cadrage, on n'a pas 100% bon. À la fin de ces simus, on va être plus proche. Après, quand on déploie, on n'a pas non plus 100% bon, donc il y aura nécessairement une V2. Mais ça va se réduire de plus en plus. D'accord, merci. Une dernière question, parce qu'on va devoir conclure, qui fait lien avec quelque chose que vous avez mentionné avant, la montée en compétence sur le fond. Est-ce que c'est fait par Oresis en tant que cabinet de conseil ou par le métier? Quel est votre retour d'expérience? Ouais, je pense que c'est co-construit en fait. C'est-à-dire que Florian et moi, nous n'avons pas de légitimité à expliquer à des ingénieurs qui sont là depuis 40 ans chez Renault s'ils doivent sortir un moteur thermique, ou un moteur électrique. Ça n'est pas possible. En revanche, je prends mon autre exemple de la Croix-Rouge française. Notre métier, c'est de faire des formations qui sont impactantes et qui sont efficaces. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un besoin et d'une connaissance métier qu'on va aspirer, puis on va co-construire ensemble une formation, un parcours de formation qu'on va valider avec le client, et après on va voir, très souvent ce qui se passe, c'est qu'à terme, c'est nous qui donnons ces formations avec l'appui du client. Donc je dirais que c'est co-construit en fait, hein, vraiment. C'est co-construit et après, en termes d'animation, ça dépend aussi des cas, mais en général, nous, si c'est bien co-construit, nous, on va être capable aussi de l'animer la formation sur le fond. En fonction du niveau de complexité sur le fond, on va aussi faire en sorte que dans les formations, il y a un moment l'intervention d'un référent métier pour répondre à certaines questions. Donc ça dépend vraiment. Mais après, voilà, je pense que le cœur, c'est la manière dont on va construire la formation en lien entre le besoin, ce que disait Gabriel, et nous, toutes les techniques qu'on peut avoir pour amener les gens à monter en compétence. D'accord, très bien. Merci encore. On va conclure la session sur cette réponse. Je vous remercie pour le temps et tout le retour d'expérience que vous avez apporté, Florian et Gabriel, autour de ce sujet passionnant. Merci pour votre participation. Je remercie tous les participants de la session. Nous espérons vous avoir apporté des éléments qui vous aideront, si vous êtes au début d'un tel projet ou si vous êtes tout au long, quand même, de corriger ou rectifier certaines choses. Donc, en espérant de vous avoir apporté des éléments et des retours d'expérience utiles.
vous remercions pour votre participation et nous vous invitons à rejoindre une prochaine séance sur un autre sujet que Bonitasoft vous annoncera prochainement. On vous souhaite une bonne journée et à la prochaine réunion. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.